Bienvenue à tous dans l'espace pratique. Dans cet espace, on va essayer de vous faire vivre quand même un moment exceptionnel avec beaucoup de choses, un programme très chargé. D'abord, on va essayer de démystifier le droit et les réseaux sociaux et le recrutement. Et notamment, vous allez être surpris d'un certain nombre de réponses, mais ça on verra tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de contacter quelqu'un sur les réseaux sociaux, de chasser directement? Est-ce que c'est possible? Quand on est chasseur de tête, entreprise, on essaiera d'y répondre. Puis on verra tout à l'heure, après la pause à 11h15, on aura le challenge sourcing. Les 3 finalistes s'affronteront et on aura d'abord un petit débriefing, puis surtout on leur posera des questions qu'on vous proposera aussi, auxquelles on vous proposera de répondre. Mais en tout cas, en parallèle, il y aura ces 3 finalistes-là qui s'affronteront. Et puis cet après-midi, à partir de 14h, alors je ne sais plus l'horaire exact, on aura Laurent Chouin qui viendra nous parler de pourquoi les formations RH sont si peu digitales. Ensuite, on enchaînera avec Sandrine Théard qui nous parlera du pourquoi le sourcing est le parent pauvre du recrutement aujourd'hui. Puis on finira sur une version très prédictive sur quelles sont les compétences aujourd'hui qu'on cherche chez un recruteur, quelles sont les compétences du futur. Ça sera une thématique qui sera abordée par Frédéric Michler. Voilà un peu le programme. Je vous propose qu'on commence tout de suite notre première partie. Alors voilà, si je n'appuie pas sur le rouge, ça va pas marcher. Cette première partie sur le droit et le recrutement dans tout ça. Les recruter sur les réseaux sociaux, pardon, et le droit dans tout ça, avec 2 personnes. D'abord, je vais vous présenter Cyril Fabre, qui est avocat dans le cabinet d'avocats IDES, je ne me trompe pas sur la prononciation, et qui est par ailleurs enseignant au barreau de Paris, qui est spécialisé dans les nouvelles technologies. Et vous avez à côté de Cyril, vous avez Iman Aoun, qui est la directrice du cabinet de recrutement Ravati, spécialisée en nouvelles technologies et qui est une personne très active dans la communauté du recrutement, qu'on vous retrouverez notamment, qui est au conseil d'administration du Syntec Recrutement, donc très impliquée dans toutes les questions, notamment, on reparlera de ça, toutes les questions de la base de données, mais ça, je vous fais un peu de teasing. Voilà, donc je vous propose tous les deux, peut-être, à moins que vous vouliez rester là, ou je pense que c'est peut-être mieux que vous veniez sur la scène. Alors, pour commencer sur un format, alors ça va être une partie une séquence en deux parties séparées. Première partie, donc, Cyril et Iman vont échanger avec nous. Et la deuxième partie, je vous ai préparé un questionnaire pour tester vos connaissances dans le recrutement. Donc, on vous passera dans une demi-heure. On va voir un peu comment vous êtes calés. Alors, il y a un peu de droit, il y a un peu de recrutement, il y a quelques chiffres. Et ça sera intéressant pour vous de voir un peu où vous en êtes en termes de connaissances. Et évidemment, vous utiliserez, vous embêtez pas, hein, si vous cherchez un stylo, vous en avez un autour du cou. Normalement, en tout cas. Alors, je vous propose qu'on commence avec Cyril et Iman. Alors, la question 1 que tout le monde se pose, c'est: je dirige mon cabinet et j'achète un compte premium via Deo LinkedIn pour mes consultants. Si mon consultant part, est-ce que je suis propriétaire de leur contact? Ça, c'est une vraie question qui revient de façon récurrente. Et on a plusieurs éléments de réponse à vous proposer. Alors, j'allais proposer peut-être plutôt Cyril. Pardon, c'est moi qui... Ah, pardon, alors il y a un... Voilà. Oui, voilà, c'est bon. parfait. Alors, bonne question. Je me suis emballé. En fait, comme souvent en droit, la réponse est « ça dépend ». Alors, Cyril va prendre 2 casquettes. Dépend. Ça dépend pour l'essentiel des éléments de fait. Si c'est l'entreprise qui a acheté le compte premium et qui donc le paye régulièrement et qui l'impose comme un outil de travail à son salarié, dans ces cas-là, au même titre qu'un ordinateur ou même un actif incorporel, on va considérer que le compte premium appartient à l'entreprise sous la réserve, évidemment, de ce qui est propre au salarié, c'est-à-dire sa propre personnalité, sa photo, son nom, etc. etc. Donc c'est un compte qui va... Les données vont appartenir, mais il faudra effacer la photo, effacer le nom à terme et assurer cette transition. Et ensuite, il y a les distinctions, je passe la parole à Iman, pour les comptes recruteurs, qui ont encore une option particulière. Les comptes recruteurs LinkedIn ou Viadeo sont des comptes que l'entreprise paye et on y associe un profil utilisateur qu'on peut modifier au moment du départ du profil utilisateur. Donc LinkedIn et Viadeo l'ont bien prévu. Eux, pour garantir au cabinet de pouvoir conserver
les contacts sur lesquels ils ont investi en travaillant avec leurs équipes. Donc, en fait, il y a un utilisateur qui accède au compte recruteur, qui initie des mises en relation, etc. Mais quand il s'en va, on change juste le compte utilisateur, on met la nouvelle personne et les contacts restent dans l'outil recruteur. Donc, c'est bien prévu là commercialement. C'est beaucoup plus cher que des comptes premium de consultants. En revanche, voilà, moi je découvre grâce à Cyril qu'en fait on peut garder les contacts de ces consultants et les profils de ces consultants si on a payé l'abonnement premium. Je ne le savais pas. C'est un peu dur. Alors, je vais juste resituer, j'ai oublié de vous resituer un peu le contexte. Donc, Iman jouera la recruteuse candide et ingénue, il posera toutes les questions discriminantes au possible. Et Cyril prendra deux casquettes, la casquette de l'avocat chiant, donc la loi, et la casquette de l'avocat pratique, pour savoir quels sont les éléments pratiques, justement, pour se positionner. Alors, question numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord. Donc, la première conclusion, c'est que dans ce cadre précis, l'entreprise ou le cabinet peut garder les contacts de la personne quand il achète, en tout cas, son compte premium ou Viadeo. Deuxième question. Alors, moi, j'utilise LinkedIn, Viadeo pour recruter pour mes clients. Je peux bien sûr contacter qui je veux, le nombre de personnes que je veux, dans toutes les entreprises qui m'intéressent pour le compte de mon client. J'ai aucune interdiction. Et 200 fois par jour. Bien sûr. Absolument. Alors, là encore de nuances. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Si le compte LinkedIn ou Viadeo, il appartient effectivement à l'entreprise, en tant qu'utilisateur, on ne fait pas la différence de si c'est une inscription à titre personnel. Donc, on va partir de la solution, on va dire, la plus pragmatique, la plus douce et la plus sécurisée sur le plan juridique. On peut contacter un salarié sur son lieu de travail et il a le droit à ce qu'on appelle un droit résiduel à la vie privée, c'est-à-dire d'utiliser le téléphone, l'Internet, etc., y compris les outils informatiques de l'entreprise. Donc, tu peux peut-être répéter, vous vous rendez compte ce qu'est en train de lancer Cyril en termes de choses, voilà, de pavés dans la mare. Donc, ça veut dire que je pourrais lui envoyer un mail sur sa boîte pro pour le chasser. Ça ne pose pas de problème. Tu peux absolument le faire. Après, c'est une question de confidentialité de l'échange. Et puis d'avoir la précaution de mettre en en-tête d'objets, par exemple, confidentiels, personnels, pour que l'employeur, si par exemple le compte appartient à l'entreprise, ou si les mails sont vérifiés, ce qui arrive dans quelques entreprises quand même, ça m'a beaucoup surpris. Que l'entreprise ne puisse pas, en tout cas légalement, y accéder. Parce qu'on sait qu'en pratique, beaucoup d'entreprises y accèdent néanmoins. Donc alors là c'est... Donc on peut, mais c'est une question de discrétion. Donc la réponse est oui, on peut, mais avec des garde-fous. Avec des garde-fous et surtout avec de la mesure. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai forcé le trait en disant on peut contacter 200 fois la personne. Comme j'ai indiqué, c'est un droit résiduel à la vie privée. Donc il ne faut pas que ça empiète sur le travail de la personne. Mais je peux contacter 15 personnes de la même boîte ? Ah, bonne question, Iman. Ça, c'est une question de mesure également. On a un autre problème qui serait éventuellement le débauchage massif. Alors, le positionnement est le même que tu sois une société de recrutement, un chargé de recrutement ou l'entreprise employeur final. Même nous ? Même les cabinets ? Même les cabinets, puisqu'en fait, vous n'êtes que le bras armé de vos propres clients. Contacter 15 candidats et les débaucher, admettons même que la moitié, on peut tomber dans du débauchage massif et c'est considéré comme de la concurrence déloyale, donc sanctionnable. À partir de combien de personnes c'est du débauchage massif ? Alors, pas de minimum, pas de maximum. En fait, tout est une question, une fois encore, de fait d'espèce. Une petite entreprise qui va avoir une force de vente limitée à 2 personnes et ces 2 personnes se faisant débaucher d'un coup, c'est une société décapitée. Et on va pouvoir considérer que c'est du débauchage massif. A contrario, sur une unité, par exemple une usine de 3000 personnes, s'il y a une quinzaine de personnes de débauchés, là on ne tombera pas nécessairement dans le débauchage massif. Donc légalement, on est couvert sur cette partie-là. Voilà. Après, c'est une question de bon sens, comme souvent, hein, en matière juridique. Il y a des obstacles que le non-sachant n'a pas forcément connaissance, mais c'est une question de bon sens. Alors, on a une question dans la salle. Il a partiellement répondu. La question était est-ce que c'est différent si on a un statut de recruteur ou si Olivier. Pareil, vous êtes mandaté par l'entreprise, donc vous êtes supposé agir pour compte, donc c'est comme si vous étiez l'entreprise. Donc je répète, hein, c'est pour les gens bien entendu, l'entreprise ou le cabinet peuvent contacter qui ils veulent sur leur lieu de travail.
On est d'accord. De manière mesurée. De manière mesurée, à partir du moment où ça ne met pas en péril l'entreprise. Donc ça veut dire qu'un SFR peut aller chez Orange jusqu'à une certaine... Absolument. D'accord. OK. Question numéro 3. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein. L'idée aussi, c'est d'en faire un moment d'échange avant le questionnaire. Question numéro 3. Ah oui. Bah, moi, j'ai une base de données candidats, et puis j'ai un compte recruteur ou un compte LinkedIn. J'ai plein de candidats dans LinkedIn. Je voudrais tous les importer dans ma base de données candidats. Ça serait quand même plus pratique pour moi. Je le fais soit avec un plugin de mon outil de gestion de données candidats, ou je le fais manuellement. Je le fais faire manuellement par des collaborateurs. Bien sûr que c'est légal, non ? Ah, évidemment, Iman, que c'est légal, on peut tout faire. C'est sûr. Alors, il y a un petit prérequis qui n'est pas dans la question, mais c'est qu'avant d'avoir une base de données, on imagine bien qu'elle est déclarée à la CNIL. Sinon, la base de données, elle n'a pas d'existence légale. Et il y a de la jurisprudence très récente en disant que dans ces cas-là, la cession du fichier, la vente du fichier est interdite. Donc, d'abord, on a déclaré à la CNIL son fichier comme toute entreprise digne de ce nom, en particulier dans ce secteur. Je vais poser une question très basique, mais comment on déclare à la CNIL un fichier ? Alors, il y a un formulaire, on explique que c'est un fichier de recrutement, je m'appelle l'entreprise Tartampion, voilà ce que je vais faire. C'est 5 minutes en ligne. D'accord. C'est rien du Ça tout. veut dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde doit le faire. Peut et doit le faire. Non, mais c'est le fonds de commerce d'une entreprise, d'un cabinet de recrutement. Donc, si le fonds de commerce il disparaît parce qu'il n'y a pas de déclaration, c'est un petit peu gênant. Donc, d'abord, on déclare à la CNIL. Ensuite, on importe les données de profil LinkedIn. Aïe, aïe, aïe. Massivement, bien sûr, Iman. Bien sûr. Bien sûr. Tu as apporté une petite nuance dans ton propos en disant « j'utilise mon outil ». Lorsque tu utilises ton outil, l'éditeur il a une licence avec LinkedIn, par exemple, qui autorise cette extraction. Donc, on peut, a priori, procéder à cette extraction. En revanche, si on suit les conditions d'utilisation de LinkedIn et que l'on vient manuellement importer toutes les données, là, en théorie, bien sûr, on enfreint les règles d'utilisation de LinkedIn. Donc, normalement, on ne peut pas le faire. Après, manuellement, non, mais automatiquement, oui. Automatiquement, oui, avec un outil. Voilà, avec un outil, c'est plus rapide et plus efficace. Mais qui est accepté par LinkedIn. Et si on utilise un outil qui n'est pas accepté par LinkedIn, là, on rebelote sur la partie manuelle. On retombe sur la partie manuelle. Donc attention aux outils que vous utilisez. Mais ça reste la théorie, parce que, a priori, beaucoup de gens le font. Ensuite, on a un autre souci, c'est que légalement, d'importer des données de candidats sans aucun lien particulier ni but précis, on a un petit problème par rapport aux données nominatives les concernant. Oui, mais maintenant, tout le monde le fait. Tout ça, c'est public. Les données que je vais réussir à importer via LinkedIn, elles sont publiques. Oui, mais quand je publie mon profil sur LinkedIn, c'est pour que je sois contacté par des gens qui consultent mon profil. C'est pas que de me retrouver dans une base de données. Donc, en théorie, on peut le faire dans des conditions limitées. Même sur des données publiques, on ne peut pas. Alors, même sur des données publiques, on peut pas le faire massivement et sans un but précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je me constitue mon fichier de tous les technico-commerciaux. Ah, ça, non. Quelque chose qu'on ne peut pas faire. En revanche, dans le cadre d'un ciblage pour une entreprise ou pour un recrutement, effectivement, là, on va pouvoir collecter, même de manière relativement massive. Donc là, tu veux dire c'est toujours pareil, il faut que ça soit mesuré. Soit mesuré. Puis l'autre aspect, c'est que derrière, on est supposé informer la personne que l'on a intégrée dans la base de données. Donc soit derrière, elle est contactée et ça donne lieu à une prospection, soit elle n'est pas contactée et en théorie toujours, il faut effacer la donnée. Vous remarquez que notre avocat est très mesuré. Hein. Est-ce que vous avez des questions ? Ça n'a aucun intérêt d'emporter les données qui sont vivantes sur un réseau social, de les mettre dans une base morte chez soi. Alors, la question de Vincent, c'est quel est l'intérêt de mettre c'est l'intérêt pratique. Une base vivante sur une base morte ? Ça, c'est une autre question. Alors, c'est presque un autre débat, mais je crois que Benoît, tu veux peut-être apporter une réponse ? C'est Vincent. Ça n'a aucun intérêt. Alors voilà. D'accord. Ça n'a. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans le débat, hein, intérêt ou pas intérêt. intérêt. Je peux juste rajouter que ça permet de. Nous, on a des bases de données qui sont connectées en temps réel à LinkedIn, donc ça ne sera pas mort. Mais ça peut être classé, mis dans des fichiers, des reportings. Enfin, voilà. Ça peut permettre de faire du mailing. Mais ça reste lié à LinkedIn, donc ça vit en temps réel. Voilà. Et puis il
Il fallait bien trouver une illustration pour les questions un peu tordues, avec des réponses juridiques, où globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on déclare préalablement à la CNIL, et qu'ensuite, il y a un gap important entre ce qu'on ne peut pas faire en théorie, compte tenu d'un certain nombre de contraintes légales, et ce que de nombreuses entreprises font en pratique. Donc la déclaration, c'est tous les 2 ans alors, hein. Non, la déclaration, on l'a fait une fois. Le renouvellement. On l'a fait une fois. Ensuite, c'est la durée de conservation des données, effectivement. Question numéro 4. Oh, alors elle va faire polémique celle-là. Oui, moi j'ai imposé à mes consultants, c'est pas vrai, hein, je plaisante, on est d'accord. Je joue un rôle. J'ai imposé à tous mes consultants d'avoir un profil Facebook. C'est indispensable et je veux qu'ils travaillent avec leur profil Facebook. C'est peut-être le cas dans la salle. Est-ce que parmi vous, vous avez il vous a été imposé un profil Facebook? Non, pas grand succès. On en connaît, hein, mais... On ne donnera pas de nom. Non, pas de nom. Mais alors, est-ce qu'on peut imposer? La réponse est oui, on peut l'imposer, si c'est proportionné à la mission, à la fonction du salarié. Alors, à tous les salariés d'une entreprise, ça ne serait pas justifié. Là, des consultants en recrutement, quand on voit l'essor des réseaux sociaux et de Facebook en particulier, il y a une justification. Et donc, le salarié ne peut pas s'y opposer. Donc même un profil Facebook, autant je comprends pour le profil LinkedIn vidéo, mais imposer un profil Facebook, c'est possible. C'est possible. On voit bien que les gens utilisent Facebook en plus de manière mixte, professionnelle et personnelle. Ça peut être un moyen, mais j'ai des clients qui imposent des profils Facebook pour la promotion de l'entreprise. Alors on a une question. Et qu'est-ce que risque justement le consultant s'il refuse Là, on rentre vraiment dans le schéma du droit du travail, c'est-à-dire que soit ça lui a été indiqué préalablement ou c'est quasi inhérent en fonction, c'est-à-dire d'évidence quand on fait du recrutement, en particulier sur Internet, ou qu'on travaille dans une société dans le domaine du web, c'est un passage quasi obligé. S'il y a un refus, c'est un pouvoir de sanction de l'employeur. Ensuite, c'est une question de proportionnalité, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, le refus d'avoir un profil Facebook est de nature à empêcher le salarié de faire de réaliser la tâche qui lui est confiée. Donc la personne peut se faire virer, quoi, en d'autres termes. En termes, oui, plus nets, elle peut se faire virer, oui. D'accord. Donc à qui appartiennent les contacts Facebook? D'accord. Tout à l'heure on était sur les contacts LinkedIn. C'est comme pour LinkedIn, c'est pareil, ça va appartenir à l'employeur, pardon. Oui. Sauf que là, l'entreprise n'a pas payé. Non, parce que le service est gratuit, mais elle peut l'imposer. D'ailleurs, on voit dans ces cas de figure, les gens ont 2 profils Facebook. Un profil personnel. Donc tu es en train de dire que si l'entreprise force un employé à avoir un profil Facebook, entre guillemets forcé, hein, professionnel, et que la personne développe son réseau personnel dessus, puis au bout d'un moment elle ne fait plus attention, si l'employé quitte la société, ses contacts appartiennent, même si ce sont des contacts personnels. Absolument. D'accord. Wow. Et si on le transpose en tirant un peu par les cheveux, c'est comme si une adresse email qui est attribuée à un salarié. C'est la même utilisation. Aujourd'hui, avoir une adresse email, c'est indispensable dans le quotidien professionnel. Refuser de l'utiliser, ça ne permet pas de travailler. Et une fois que le salarié part, le contenu de la boîte et les contacts appartiennent à l'employeur. Wow, ok. Est-ce que vous avez des questions? On pourra revenir. Ouais, Fabrice. Là, on est sur la question de droit auquel les contacts appartiennent à l'entreprise. Techniquement, tout simplement, c'est vous qui imposez les login passwords et vous faites en sorte qu'ils ne soient pas modifiés. Et vous en avez la maîtrise technique, tout simplement. Et qui plus est... Voilà. Sur une base de données morte, c'est ça? Ok. Bon, ok. C'est surprenant. Je vous laisse noter. Parce que je là, trouve que le droit est surprenant. Oui, on a quelques réponses. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut contacter n'importe qui sur son lieu de travail en passant par LinkedIn ou vidéo. Et là, on est en train de dire qu'on peut imposer un profil Facebook à ses employés. Et en plus, si l'employé quitte la société, j'ai le droit de récupérer ses contacts. Question 5. Il y a quand même quelques bombes, on est entre nous, mais bon. Donc là, je précise, c'est toujours un jeu de rôle. Bien sûr que, avant de recruter un candidat ou de le rencontrer, je vais checker un peu son profil Facebook, regarder ses photos, vérifier un certain nombre de choses avant de le contacter. J'ai le droit. Tu as le droit. Et qu'est-ce que tu vas regarder d'autre? Je sais pas, ses amis, ses photos, qu'est-ce qu'il fait le soir, etc. Quelle page il like Ouais. D'accord. Ce qu'il regarde à la télé. D'accord. Alors,
Déjà, ça va dépendre si cette information, elle est publique ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le profil Facebook est public? Et quel niveau d'information tu as pu obtenir publiquement? Parce qu'à la limite, Facebook, c'est un support comme un autre. Tu aurais pu taper la requête sur Google et trouver cette information sur un autre support, un forum ou je ne sais quoi. Donc déjà, c'est le premier niveau de filtrage. Soit ce sont des informations publiques et tu as droit d'y accéder. On verra après l'exploitation qu'on en fait. Deuxième solution, il fait partie de ton réseau. Soit parce qu'il t'y a invité, soit parce que tu l'as démarché. On va prendre les deux hypothèses. Il t'a invité dans un contexte X ou Y. Parfois, tu as accepté. Tu as accès licitement, légalement à cette information. En revanche, tu l'as sollicité et il a accepté. Là, la question peut se poser de savoir, mais dans quel but? Si tu es dans le cadre d'une relation de recrutement, normalement, l'information que tu vas devoir ou pouvoir consulter, elle est limitée à cette sphère-là et pas à la sphère privée. Donc ça, c'est le premier point de l'accès à l'information. Ensuite, quelles informations? Et là, on touche finalement au problème, au-delà des réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'on a le droit de demander dans le cadre d'un recrutement, de ce qu'on n'a pas le droit de demander. Et toute la dimension personnelle, normalement, elle ne rentre pas en ligne de compte. Elle n'a pas à être regardée, sollicitée et surtout pas stockée. Donc, la dimension personnelle, c'est statut de famille, religion, Parti politique. Exactement, toutes les opinions politiques. Donc si un de mes clients me dit Iman, sur ce candidat, j'ai vu que vous étiez ami avec lui sur Facebook et pas moi, est-ce que vous pouvez regarder ce qu'il vit sur le plan personnel? Est-il marié? A-t-il des enfants? Je dois dire non. Tu dois en théorie dire non, effectivement, parce que ces informations, tu n'as pas à les consulter et tu n'as surtout pas à les répercuter à ton client. Et ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans le recrutement. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, tout le monde le fait. On essaye de cerner un peu plus les candidats. Ce n'est pas totalement illégitime. Le tout, c'est de ne pas laisser de traces. Donc, pas de traces. La connexion sur Facebook, non mais soyons très clairs. La connexion sur Facebook, elle ne laisse pas de traces directes. Mais ensuite, il faut éviter d'écrire à son client. Alors, j'ai vu sur Facebook, effectivement, il a des pratiques sexuelles déviantes. Par ailleurs, et ainsi de suite. Donc, pas de traces écrites et le moins de traces de manière générale. Alors, je vais poser une Sachant que ce que je suis en train de dire là, on contourne clairement la loi et que c'est du pénal. Hein. Non, mais en plus, on le sait tous, nous, recruteurs, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas d'aller regarder ce que fait un candidat en dehors de l'information plutôt professionnelle. Et les clients qui nous le demandent, on les renvoie dans leur but gentiment en leur disant « Attendez, ça n'a rien à voir avec le poste et les compétences requises pour le job. » Donc ça ne nous intéresse pas, nous, recruteurs. C'est pour ça que je précise que c'est un jeu de rôle. Ça ne nous intéresse pas, en tant que recruteur, ce que fait le candidat en dehors de son job. Ça peut intéresser nos clients qui veulent en savoir plus sur les gens avec lesquels ils vont travailler et sur le plan personnel. Mais ça n'est pas dans notre rôle, ça n'a aucun intérêt pour nous, recruteurs, intermédiaires ou RH, je pense. Donc on s'en fout. Et je dis toujours aux candidats, attention, vous m'envoyez une demande d'amis sur Facebook, ça, vous avez bien protégé votre contenu. Iman recevait régulièrement des demandes de mise en relation sur Facebook. Est-ce que quand on est en recrutement, on doit les accepter? Comment on les gère si vous rencontrez un candidat, que juste une heure après, vous recevez une demande de mise en relation sur Facebook? Qu'est-ce qu'on fait? On accepte. Alors, Benjamin, toi, tu acceptes? Il ne se passe plus rien sur Facebook. Depuis que tes parents ont investi Facebook, c'est un site de vieux. Sérieusement, il y a une enquête qui est sortie il y a quelques semaines que les moins de 25 ans, en réalité, il y a moins de 5% qui mettent la réalité sur le profil. Et il y a deux possibilités. Soit on a un profil avec un pseudo où là, en fait, on n'a que 30 amis et c'est des ceux qu'on connaît. Soit on est passé sur les réseaux sociaux qu'on appelle discrets. Paf, Snapchat, Wiser, ça vous parle? Vine. En tout cas, vos enfants, eux, ils savent ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur Facebook, c'est fonctionnel. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, oui, il faut accepter, il n'y a aucun impact. Alors, est-ce que vous avez, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle quand même qu'on a dit un certain nombre de choses qui vont à l'encontre des idées reçues ou de beaucoup d'idées reçues. Première idée reçue, c'était qu'effectivement,
on peut contacter qui on veut sur le lieu de travail. Et alors, est-ce qu'on a parlé avec l'adresse pro aussi, que ce soit adresse pro ou LinkedIn? À partir du moment où c'est fait de façon avec quelques garde-fous, mais on peut le faire, qu'on soit intermédiaire ou qu'on soit entreprise, c'est aujourd'hui le cas. Et deuxième chose, on peut aussi forcer à avoir ses employés sur Facebook, mais à partir du moment où on est l'entreprise, on peut aussi récupérer leurs contacts. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 5-6 thèmes, grands thèmes qui ont été abordés, avant qu'on passe au... Très bien, avant qu'on passe au questionnaire. Sophie. Est-ce que c'est obligatoire de déclarer à la CNIL ma page Facebook, ma page carrière en amont? Alors, est-ce que c'est obligatoire effectivement de déclarer au CNIL toutes les pages? Voilà. Non, mais C'est une bonne si tu stockes pas de données candidats sur ta page Facebook, tu n'as aucune... L'outil propose quand même de stocker les followers ou les... Ouais, en fait, C'est eux qui s'y mettent, c'est pas toi qui les mets. Oui, mais la loi informatique et liberté, elle s'applique dans ce cas-là. Ah bon? Oui. Il faut savoir, il faut savoir l'origine du texte. C'est une loi de 78, ça paraît dingue quand on parle d'informatique, mais il faut savoir que même un stockage sur papier, c'est considéré comme un fichier au sens de la loi. Parce qu'il y a des recruteurs qui ont trouvé rien de plus intelligent que d'avoir un fichier informatique, puis à côté avoir un classeur papier avec il est noir, il est syndicaliste, etc. Donc, quand vous faites la déclaration CNIL, il est indiqué les supports sur lesquels les fichiers vont se retrouver. Et donc, notamment, vous allez faire état des réseaux sociaux comme étant un lieu de stockage des données, quand bien même le candidat accepte volontairement. Voilà, c'est juste une ligne à rajouter dans la déclaration. Mais la question n'est pas anodine, puisqu'à l'époque, on s'était posé la question de savoir un iPhone, ou en l'occurrence, c'était les Palm Pilot, quand c'est arrivé, est-ce qu'on doit déclarer son Palm Pilot? Et la réponse était oui, on doit déclarer son Palm Pilot. Après, ça peut rentrer dans la déclaration plus globale de l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas un support, une déclaration, mais un commercial d'une société, il est supposé, enfin, son employeur est supposé avoir fait une déclaration à la CNIL qui va couvrir son iPhone. Et enfin, je vous montre ma veste, mais parce que j'ai un iPhone. Donc on doit déclarer toute base. Effectivement, l'iPhone peut être dans ce cas-là. L'iPhone, c'est un support de stockage des données. Et il Ok. y a une prospection et il y a des données personnelles dedans. Alors, qu'est-ce qu'un Palm Pilot? C'est- Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? En gros, ils te traitent de vieux. Oui, j'ai pris un coup de vieux là. Donc un Palm Pilot, je crois que c'est un téléphone d'ancienne génération. Smartphone. Mais sans téléphone. Sans téléphone. C'était pas smart. Et... C'est surtout oui, fun. oui, c'était juste un agenda électronique. gestionnaire Ah oui, c'est plutôt d'agenda. un agenda, ouais. Voilà. À la Exact. fin, On a à légèrement. la fin des dévié années du sujet. 90, c'était très in d'avoir son Palm Pilot avec. C'était très chic. Je vous propose qu'on prend une autre question, Elisa. Là, vous êtes désagréable dans votre question. Chère madame. Donc j'ai un cabinet de recrutement alors, international. désagréable parce que la réponse, elle est un chouïa compliquée, donc j'ai essayé de la simplifier au maximum. Dans l'Union européenne, il y a un cadre légal qui est harmonisé dans le cadre d'une directive communautaire où il y a à peu près le même niveau législatif de protection des données nominatives. En revanche, le reste du monde, c'est un peu la barbarie. Et l'Union européenne considère qu'il y a ce qu'on appelle les pays adéquats et les pays inadéquats. Les inadéquats, c'est tous ceux qui ont un niveau de protection juridique insuffisant, au rang desquels les États-Unis font partie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, puisque la vie privée, ce n'est pas quelque chose qui les embarrasse beaucoup. Donc, mais il y a une petite dérogation pour les États-Unis. On peut émettre des données là-bas à la condition que l'entreprise qui stocke les données ait souscrit ce qu'on appelle le Safe Harbor, qui est un engagement qui est dicté par l'équivalent du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est une espèce de CNIL minimaliste. Et en amont, il faut que l'entreprise française, en l'occurrence, elle ait fait une déclaration à la CNIL. Oui, il faut quand même faire une déclaration obligatoire. Et ensuite, alors, au rang, puisqu'on est sur le terrain de la CNIL, donc j'en profite, la déclaration, c'est un élément administratif, mais derrière, il y a toute une mise en place, c'est-à-dire information des candidats. Restons dans le recrutement. Hein. Information des candidats, durée de conservation limitée, il faut sécuriser les données. Il y a un certain nombre d'obligations au-delà que le petit bout de papier qu'on dépose auprès de la CNIL. Alors, juste
petite parenthèse, on vous distribue les questionnaires pour tout à l'heure. Essayez de ne pas les regarder tout de suite, hein, parce que sinon, là, s'il y en a qui commencent à tricher, ça va être plus difficile, hein, je déconne. Mais l'idée, c'est que vous avez ces questionnaires, vous le gardez de côté. On aura les questions, je vous proposerai les questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à ces éclaircissements de Cyril et ces questions d'Iman? Vincent? J'ai une question par rapport à tout à l'heure. On a fait propriété d'une base de données, je comprends. Propriété d'un contact, je comprends moins. La nature juridique de je suis propriétaire du contact, c'est en tant que société, c'est compliqué. Parce que le contact, il est. Donc, ce que tu es en train de remettre en question, c'est le fait que l'entreprise puisse garder le compte LinkedIn ou Viadeo de son consultant et notamment ses contacts. On ne peut pas être propriétaire d'un contact sur un réseau social. Si on n'a pas d'interaction avec lui, il va s'en aller. Mais après, c'est... Ça, c'est autre chose. À la limite, c'est autre pas chose, Cyril mais qui pourra... Oui, mais vous prenez une population de commerciaux, par exemple, c'est un véritable intérêt. Si, par exemple, dans les contrats de travail, il y a, admettons qu'il y ait au mieux une clause de non-concurrence, au pire, une clause de confidentialité, non-sollicitation de la clientèle de l'entreprise. Le salarié part. Vous avez son compte LinkedIn, Facebook, etc., avec toutes les coordonnées des contacts. Juridiquement, il ne peut pas normalement les recontacter. Je dis normalement. Oui, mais enfin, ça arrive tous les jours, mais derrière, on a des contentieux tous les jours sur le sujet. Donc, l'intérêt, c'est de marquer son sceau de la propriété et puis de faire en sorte, après, d'un point de vue opérationnel, qu'il y ait quelqu'un, évidemment, qui continue à alimenter la relation. Mais ça permet quand même de sécuriser un actif de l'entreprise. Pour le commercial en question, prouver qu'il avait ses contacts avant de rentrer dans une entreprise. Très facile. Ah non, très facile. Mais non, c'est important. Ah oui, oui. J'ai amené ses contacts. Oui. Oui, absolument. Et il les a par ailleurs dans ce cas-là. Il les a pas que sur son profil, enfin en lien avec lui. Non, mais c'est voilà. Et c'est pour ça que côté employé, on a tout intérêt effectivement à refuser que l'entreprise paye le compte LinkedIn et effectivement à conserver son précaré. Surtout quand on est commercial ou des fonctions qui amènent à une vie vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à remplir le questionnaire. On va y aller doucement, hein. Je vous propose de prendre quelques minutes avant de le remplir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là pour Iman ou des remarques ou Non. Propriété des comptes des consultants, en fait, c'est vrai qu'un des leviers en fait, de motivation des consultants, c'est qu'ils développent aussi leur réputation au travers de ces comptes-là. Et donc, cette réputation, ils peuvent en tirer des fruits à long terme. Donc, leur retirer à un moment donné cette propriété, du coup, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour l'entreprise, parce que du coup, le consultant va moins jouer le jeu. Donc, Oui, mais le tout, c'est de le faire sans qu'ils s'en aperçoivent dans la réalité opérationnelle de la vraie vie. C'est ça. C'est de lui dire « Oh, tiens, salarié, tu as un joli compte LinkedIn Premium que je te mets à disposition. Je te demande juste d'avoir l'adresse email de destination qui est celui de l'entreprise. Et je te rappelle que les mots de passe sont normés dans notre entreprise. » Voilà. Ok. Non, c'est... Et il n'y verra que du feu. Le jour où il part, oh, mais il n'a plus de compte LinkedIn. C'est dommage. Il saurait supprimer sa photo et après supprimer son nom. Il ne pourra rien dire. Alors, ça, Cyril, c'est un cas extrême. Non, c'est pas si extrême que ça. Mais à contrario, dans la vraie vie, la plupart du temps, l'entreprise, elle n'a pas fait ça. Elle a vaguement une clause de confidentialité dans son contrat de travail. Et puis, quand le commercial part et va recontacter ce qu'il estime être ses contacts commerciaux, eh bien, l'ancien employeur pleure. Et en général, il appelle son avocat. C'est là où tu... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, c'est bon? Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour Merci ces... de votre invitation. Alors, je vous propose, donc tout le monde a eu son petit questionnaire, de passer à la phase test, puisque maintenant vous avez écouté attentivement Cyril, pour voir un peu si vous avez bien écouté. En fait, il n'y a pas beaucoup de questions relatives, on verra après. Vous avez donc tous un questionnaire avec 11 questions. Il y en a qui ont déjà commencé. Attention, ne triche pas avec son voisin, là. Je vois qu'il y a du partage, hein. Voisin, voisine. Non, et on n'utilise pas son téléphone, hein. J'ai l'impression d'être en cours, là. Donc, vous avez 11 questions. On se donne 10 minutes. Vous avez des gros feutres. Vous simplement sélectionnez la bonne réponse selon vous, hein. Alors, plusieurs réponses sont possibles. Évidemment, je vous ai mis des pièges, hein, sinon c'est trop facile.
On va un peu tester vos connaissances, hein, ça va être intéressant. Mais il n'y a pas de honte à avoir tort. Hein. Tout le monde a eu son questionnaire? Christelle aussi, oui? Non, c'est bon. Oh, bon, on est parfait. Il t'en reste beaucoup? Plusieurs choix sont possibles, pardon, oui, je redis, hein, plusieurs choix sont possibles. Ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne réponse. Ah, j'en vois qui lèvent les sourcils. Bon, après, vous n'êtes pas censé tout savoir. Hein. Il y en a qui ont déjà répondu, apparemment. Alors, ça commence, ça avance. Je vous laisse encore 5 minutes. Ah, j'en vois qui hésitent là-bas. Ah, il y en a qui utilisent leur téléphone. Ah non, il y en a qui tweetent, pardon. Non, je croyais qu'il y en a qui trichaient. Ouais. Tu as aussi le feutre hein, pour remplir. C'est bon, est-ce que tout le monde a fini? Oui, non? C'est dur, hein? C'est ça. Alors, qui a terminé? Lève la main, juste pour que j'évalue un peu le nombre de personnes. On en a un bon 2 tiers là. Je laisse encore 1 ou 2 minutes pour le dernier tiers pour terminer les questions. Alors. Encore 1 minute. Alors, tout le monde a terminé, c'est bon? Eh bien, je vous propose qu'on aborde. Donc la première question, on va voir ce que va nous dire Cyril sur le sujet. Hein. Quelle mention pour qu'une clause de non-concurrence soit valide? Est-ce qu'on doit mettre la mention une contrepartie financière? Est-ce qu'on doit mettre une période d'application? Ou est-ce qu'on doit mettre une zone géographique? Quelles sont vos réponses? Les 3. Très bien. Cyril, un commentaire là sur le sujet? Non, si ce n'est que ça se paye après. Ça se paye après. Voilà, après le départ du salarié. Parce qu'avant, on faisait souvent une part du salaire, là, en clause de non-concurrence, c'est plus possible. Donc c'est un coût alors pour l'entreprise. Et quel est le coût que ça peut représenter? 25-30% de la rémunération. D'accord. En dessous de 25, c'est difficilement valable. 25% de la rémunération pour avoir... Ça dépend
25% annuel? Oui, annuel et mensuel. D'accord. C'est le prix d'un cabinet de recrutement, quoi, en fait. La période d'application moyenne, c'est quoi? Par période d'application, Ça dépend des postes et des secteurs. Dans le domaine de l'Internet, ça ne sert à rien de mettre des clauses depuis 12 mois. Mais dans l'industrie, la recherche, par exemple, on peut imaginer des recherches, c'est des durées de 24-36 mois. Et dans ce cas-là, il faut augmenter le pourcentage. On n'est pas 33, 35, 40%, c'est très variable. Mais malheureusement, on n'a pas de recette miracle. On le sait qu'à l'issue, si la clause est contestée. Alors, merci Cyril. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Hein. Toujours, hein, on est... Voilà. Question 2. Est-ce que vous êtes... Quand même sur le sujet, qu'est-ce qui se passe si en cours de période, l'employeur décide d'abandonner la clause de non-concurrence? En fait, ça se fait au moment du départ du salarié. On lève ou on ne lève pas la mise en œuvre de la clause. Pardon, j'ai pas entendu votre question. Après, il n'est plus possible de changer. Ah si, on fait un avenant en contrat. On dit avenant en contrat de travail, on supprime la clause de non-concurrence. Ah, non, c'est au moment du départ, on lève ou on ne lève pas. Point. Sinon, il n'y a pas d'autre option. Non. On a jusqu'à 15 Oui, jours. après, on peut avoir un délai contractuel, mais... Ça peut être jusqu'à 15 jours après le départ. Les entreprises aiment bien savoir. Enfin, nous, on l'a, hein, quand les clauses de non-concurrence des candidats disent qu'après le départ du candidat, l'employeur décidera s'il applique ou pas la clause, ça, c'est super embêtant. Parce que l'entreprise en face se dit alors si la clause n'est pas levée, je ne peux pas l'engager et le candidat ne va pas démissionner sans savoir si sa clause sera levée ou pas, s'il a trouvé le job qui va bien. Donc ça, c'est très, très embêtant. Là, commentaire de prospective, mais je ne serais pas très étonné qu'à terme, ce soit jugé comme illicite, ce type de clause. C'est-à-dire que la levée, ce n'est pas très logique juridiquement. Le salarié, il est parti, donc il n'a plus le lien de contractuel avec son employeur. Et de lui faire étirer pendant une quinzaine de jours après pour éventuellement faire une entrave à sa liberté de travailler, je pense qu'il y a un moment, les juges le sanctionneront. Bon. Il y a des métiers dans lesquels ça tient encore, parce que grosso modo, on se rend compte que la plupart du temps, il suffit de lui offrir un statut qu'il ne peut pas avoir dans l'entreprise, dans laquelle il est, pour que finalement, ça ne puisse pas trop être exercé. Et vous êtes en train de... N'importe quoi, j'ai un chef de projet, je lui propose un job de manager, il n'y a pas moyen d'être manager dans sa société, il fera quasiment le même métier, et sa clause sautera parce qu'on pourra prouver qu'il n'avait pas la possibilité dans son entreprise actuelle de remplir cette mission-là. Enfin, il y a les notions de secteur d'activité, hein, au-delà de la fonction. Hein. C'est quand même ça l'élément premier. Hein. On va lui interdire de travailler pour le même type d'industrie. Ah non, non, non. Ah, oui, malheureusement si. Puis malheureusement, les candidats le cachent souvent au nouvel employeur. Ah, ça c'est un peu plus Donc, embêtant. vous recevez des courriers pas très agréables de cabinets d'avocats. Ok, je vous propose qu'on continue. Alors, deuxième question, pour voir un peu si vous y connaissez en offre d'emploi. Pour quel métier peut-on mentionner le sexe sur l'offre d'emploi? Veilleur de nuit, chauffeur routier, mannequin pour des vêtements hommes. Quelle est la réponse? Ah, vous êtes fort. Mannequin, effectivement, mannequin pour des vêtements hommes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi pas chauffeur routier ou veilleur de nuit? Alors, Fabrice nous dit que ça serait ridicule. Alors, effectivement, il y a sûrement des chauffeuses routiers ou des veilleuses de nuit. Et alors, pourquoi mannequin homme? C'est la loi, c'est ça? Cyril, tu connais ce point-là ou... De discrimination à l'embauche, tout simplement. C'est que alors, là, il y a une pourquoi mannequin pour des vêtements hommes? Une femme, ça va être difficile de porter des vêtements. Hein, en fait, légalement, ça fait partie des exceptions légales. Légalement, c'est pas... Ok, très bien. Question numéro 3. Qu'est-ce qui est obligatoire quand on fait passer des tests à un candidat? 3 options. Lui faire un retour, le prévenir avant les tests ou lui donner les moyens adéquats pour passer ses tests. Faire un retour. Ah, il y a débat. Lui faire un retour, le prévenir. Les 3? Donc on en a qui sont 1, il y en a qui sont 2, il y en a qui sont 1, 2, 3. Alors c'est quoi la bonne réponse? 2 et 3. Donc ça serait le prévenir avant les tests et lui donner les moyens adéquats pour passer ces tests-là. Alors, Cyril... Les 3. Alors les 3. Effectivement, on le prévient, ça paraît...
la contrainte légale. 2, on lui donne les moyens, ça paraît aussi logique, ne serait-ce qu'un stylo, hein, basiquement. Et 3, on a une obligation légale de lui faire un retour, surtout qu'il y a un certain nombre de tests qui sont plus sensibles que d'autres. Alors moi, dans ma recherche sur la bonne réponse, j'avais une réponse seulement. Je suis tombé sur un article où il précisait qu'il fallait prévenir avant. C'était quasiment obligatoire. Légalement, je n'avais pas forcément les moyens, les autres réponses. Question numéro 4. Oh, elle est facile, celle-là. Peut-on rédiger une annonce en anglais, en allemand, dans une langue européenne ou aucun des trois? Alors, c'est quoi la bonne réponse? Dans la langue d'usage de l'entreprise. Ah, dans la langue d'usage de l'entreprise. Non. Du pays où va travailler le candidat. Alors, c'est du pays où va travailler le candidat. C'est-à-dire que la petite annonce est basée en France, pour un poste qui est en France. Elle doit être en français. D'accord. Ou dans les deux. Ah, attendez, on va trancher. Je ne sais pas si Cyril, tu as une réponse précise sur le sujet ou... En tout cas, en France, oui. Il y a un truc qui s'appelle la loi Toubon. D'accord, c'est obligatoire d'avoir la petite annonce en français. Donc on ne peut pas la faire en anglais. Normalement, non. Français et anglais. Voilà. D'accord. Et comment techniquement c'est possible? La même annonce? Donc les deux parties sont une partie en anglais, une partie en français. D'accord. Alors, 5e question. Combien y a-t-il de cabinets de recrutement en France? On vous a mis 3 possibilités. Plus de 1500, plus de 2000 ou plus de 2500. C'est quoi vos réponses? Entre 1000 et 1500, il y en a qui ont utilisé leur téléphone. Donc c'est quoi vos réponses? Plus de 2000? Alors selon le dernier chiffre, c'était un chiffre INSEE hein, qui vaut ce qui vaut, on serait autour de 1600 cabinets de recrutement en France. J'en vois qui hoche la tête. Mathieu, tu as peut-être des nouveaux chiffres? C'est ça. Bon, j'étais à 1600, j'étais pas très loin. Donc effectivement, la bonne réponse était la réponse numéro 1. Plus de 1500. Question numéro 6. Quelle est la part des réseaux sociaux dans le recrutement direct en 2012? Alors, on avait moins de 1%, entre 2 et 5%, ou plus de 5%. Tout secteur confondu. En France, pardon, tout à fait. C'est en France, effectivement. Alors, si vous voulez recorriger votre réponse, vous pouvez le faire. Hein. Je vous laisse une demi-seconde. Alors, c'est quoi vos réponses? De 2 à 5. C'est une étude Région Job, pardon, je vais y arriver, Région Job 2012. On était autour de 2,5, je crois. Et l'APEC aussi. On était, voilà, tout à fait. Et l'APEC aussi. on a un fervent. Combien de recruteurs déclarent googliser les candidats avant un entretien? 50%, entre 50 et 70%, 70% et plus. Aucun le déclare, mais beaucoup, nous dit Fabrice. OK. 50? Fabrice? Alors, l'étude que vous aviez donnée était autour de 68% de mémoire. Hein. Donc on était effectivement dans la réponse qui était la réponse numéro 2, entre 50 et 70%. 68% des... Ça, pareil, hein. C'était l'étude Région Job, on s'est appuyé dessus, déclarait googliser le nom d'une personne avant un entretien. 8e question. Alors, elle n'était pas facile celle-là, mais effectivement, quand on était de l'APEC, ça pouvait aider. Combien de CV en moyenne reçoit-on pour une offre déposée sur un site emploi? Alors, on a 3 réponses. Moins de 40, entre 40 et 60 ou plus de 60? En moyenne. Rappelez-vous qu'il peut y avoir des écarts importants selon les secteurs d'activité et les fonctions. Combien vous dites? Plus de 60? Entre 40 et 60? Messieurs? Eh bien, d'après l'étude de l'APEC 2012, on est sur un chiffre de 36 personnes. Vous recevez 36 CV par annonce en moyenne. Pour les cadres, bien sûr. Puisque c'est sur le... Pour les cadres. J'aurais dû le préciser, vous avez tout à fait raison. 36 CV pour les annonces cadres,
par offre d'emploi déposée. C'est très peu quand on pense à certains métiers où on est sur des volumétries importantes ou d'autres métiers où carrément on en a très très peu. Sur le Bon Coin, c'est un peu plus effectivement. 9e question. Alors n'hésitez pas pour les derniers arrivants à regarder le questionnaire, hein. Classer ces outils de sourcing par ordre d'importance dans le sourcing. Vous en avez 4. Réseaux sociaux, cooptation, job board, prestataire, cabinet de recrutement. J'avais mis. Quel est d'après vous l'outil qui génère le plus de candidatures aujourd'hui pour les entreprises? Alors, job board numéro 1. Ensuite, cooptation numéro 2, très juste. Prestataire numéro 3 et numéro 4, réseaux sociaux. Ah, vous êtes vraiment bon, hein. Impressionnant. Alors, pour faire la transition avec le... Alors, tu as une question, Laurent? Tout à fait. J'ai fait un choix de ne pas le mettre, mais tu l'as raison. Site corporate, qu'est-ce qu'on avait comme chiffre? On était sur, effectivement, ça doit être le 3e ou 4e source de candidats pour une entreprise. Alors, pour vous faire la transition pour la partie suivante, on vous a préparé aussi 2 questions sur du sourcing pour un peu vous mettre dans l'ambiance. Première question très simple, entre guillemets. Quels sont les opérateurs booléens de base? Il y en a 3. Alors, pour rappel, un boole est un mathématicien écossais, je crois. Et donc, notre ami a créé le langage, les prémices du langage. Et il y a 3 opérateurs principaux quand on fait de la recherche en utilisant les opérateurs booléens. Quels sont-ils? Oui. Oui. Alors, il en manque un. Ah. Et ou? Sauf. Voilà. Et en anglais, and or not. Très bien. Et dernière question sur le sourcing toujours. Vraiment, là, on commence à monter en puissance par rapport à ce qu'on va faire tout à l'heure avec Benoît Billard. À quoi sert l'astérisque quand on fait des recherches? Vous pouvez l'utiliser dans Google, ça marche très très bien. Il y a 3 possibilités. Exclure un terme, avoir un terme précis ou remplacer un terme. Remplacer un terme, vraiment très très bon, hein. Bravo, là c'est... Donc effectivement, c'est remplacer un terme. L'astérisque, dans les bases de données en général, remplace un terme. Je crois qu'elle fonctionne, Mathieu, aussi dans la base CVADN, l'astérisque, hein, de mémoire. Ça remplace un terme jusqu'à hauteur de 5 lettres. Voilà, c'est un joker de 5 lettres. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Eh bien, moi, je vous dis... voilà, voilà, j'ai un petit truc qui est lancé derrière nous. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à 11h15 pour le challenge sourcing avec les 3 finalistes. On vous montrera concrètement comment ça fonctionne et avec vraiment 3 personnes qui vont s'affronter. Merci, à tout à l'heure.